C'est la filière.
Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, je dois d'abord vous demander une faveur, et même une permission. Les titres et qualités de chacun d'entre vous sont éminents, mais ils sont trop divers pour que je puisse sacrifier à la tradition républicaine qui veut que chaque discours commence par leur mention expresse. L'exercice serait trop long, sans doute trop formel, et je crains que nous ne finirions par perdre les meilleurs experts en protocole. Mais il est bon aussi qu'il en soit ainsi.
car en vous réunissant tous ici ce soir, j'ai souhaité qu'il soit question bien sûr de chacun d'entre vous, mais aussi de nous tous, Françaises et Français, de ce que nous voulons faire pour notre pays, pour notre République. Vos titres vous qualifient, mais il est une adresse qui recouvre à la fois la diversité qui est la vôtre et l'intention qui est la mienne ce soir, qui est la plus directe et finalement la plus juste. Mes chers compatriotes, vous êtes ici parce que vous représentez des compatriotes, chacun dans votre domaine, parce que vous portez les combats de la société civile, de la société politique, parce que vous êtes la voix de ceux qui, trop souvent, n'en ont pas, parce que votre courage et votre dévouement font de vous les héros de notre nation. La République n'est pas une idée abstraite. Tous les jours, elle s'incarne dans les femmes et les hommes qui en portent les idéaux et qui agissent pour l'intérêt général. Et notre République marche à cet égard sur plusieurs voies. D'abord, la sphère politique. Elle est formée de tous les représentants de la nation, de tous ceux qui ont reçu mandat du peuple et qui sont ici présents, et que je salue. Ils l'ont reçu pour porter l'intérêt général dans les instances électives. Et cette sphère va de l'État jusqu'aux communes qui sont sur nos territoires, les premiers interlocuteurs des Françaises et des Français, et les plus sûrs relais de leurs préoccupations. Et je salue à ce titre tout particulièrement la maire et le Conseil de Paris qui sont présents parmi vous aujourd'hui, comme le veut la tradition, et plus largement tous les élus ici présents dont je sais la rigueur et la détermination à remplir le mandat qui leur a été confié. Mais c'est aussi ce qu'on appelle la société civile. Notre République a d'ailleurs toujours pensé, voulu la représentation de la société civile à côté de la représentation politique. Comme si la nation, c'est d'évidence, n'était pas épuisée par la seule représentation politique et parfaitement synthétisée. C'est l'esprit des constituants de 1958, lorsqu'ils créent le Conseil économique et social, et c'est toute l'importance accordée par notre philosophie politique et notre pratique de chaque jour, ce qu'on appelle souvent les corps intermédiaires. Il s'agit, dans notre société, notre économie, des organisations syndicales et des organisations patronales, dont je salue également ce soir les représentants. Ils ont un rôle essentiel, eux aussi, dans la manière dont notre société est structurée. À côté des territoires représentés par nos élus, ils structurent la vie de la société, la vie productive, les rapports au sein de celle-ci. Et ce fut d'ailleurs tout l'esprit du texte de loi porté en fin d'année dernière qui a conduit à repréciser les rôles respectifs des uns et des autres, à remettre les représentants politiques au bon endroit, celui qui consiste à faire la loi et définir les normes pour toute la nation, et à reconnaître pleinement le rôle, l'action des organisations syndicales et patronales, c'est-à-dire de construire à partir des préoccupations du terrain, à partir des réalités économiques et sociales de la branche ou de l'entreprise, les équilibres les plus pertinents. Nous avons, à travers les réformes des derniers mois, reclarifié les règles et les modes de financement. Des réformes à venir continueront dans cette direction, qui, je crois, ont permis de redonner une clarté plus contemporaine à la relation entre cette société politique et cette société civile, à redonner aussi les conditions d'un consensus construit au plus près du terrain, des rapports économiques et sociaux, à permettre de construire la règle au bon endroit, à déployer partout la loi où elle est utile, partout le contrat où il se justifie. Il y a enfin toutes celles et ceux qui sont présents ici, parce que dans l'administration, les corps constitués, leur vie de chaque jour, ils participent à l'action publique, où ils ont, ces derniers mois, durant l'année qui vient de s'écouler, été des héros.
chacune et chacun dans leur sphère d'activité, chacune et chacun dans leur quotidien, qu'il s'agisse des acteurs de la sécurité civile, qu'il s'agisse de policiers, de gendarmes, de sportifs, d'intellectuels, d'associations, d'entrepreneurs. Ils ont été ici rassemblés à vos côtés parce qu'ils participent de ce qu'est aussi notre nation. Cette force politique, les représentants du monde économique et social, et toutes celles et ceux qui, au quotidien, parce qu'ils sauvent un enfant de la mort, parce qu'ils revitalisent une commune, inventent un remède, se battent contre ce qui paraissait impossible jusqu'alors endigué. On fait le meilleur. C'est cela la nation française. L'ensemble de ce monde ici rassemblé, personne n'en a le monopole. Et chacun a son rôle à jouer dans une organisation qu'il nous convient chaque jour d'assurer, de garantir. Et chacune et chacun, pour l'année qui s'ouvre, vous avez un rôle éminent à remplir. Parce que l'action de l'État, parce que les attentes de la nation sont pour partie entre vos mains. Parce que notre nation a besoin de femmes et d'hommes engagés dans la sphère politique, dans la sphère économique et sociale et dans leur quotidien. Et parce que nos concitoyens ont aussi besoin de gens qui les représentent et peuvent défendre leurs intérêts. Et ils ont besoin de modèles, de héros, et de héros du quotidien. Parce que notre nation a besoin de revendiquer cet imaginaire glorieux, de le porter, et non pas de considérer chaque jour que la vie de la nation serait une vie de tumulte, de problèmes, de difficultés insurmontables. Non. C'est toujours fait à travers justement aussi cet héroïsme du quotidien, ces modèles qu'on construit, qui donnent à rêver, qui tirent quelques autres. Qu'ils soient boulangers, instituteurs ou aides-soignants, ils font la force de notre nation. C'est pour cela que j'ai voulu vous réunir aujourd'hui dans un format inédit, l'un des derniers jours où il est encore permis de présenter ses vœux. Je vous ai réunis pour vous dire que vous êtes, chacune et chacun dans ce que vous représentez et ce que vous êtes, les détenteurs d'une part de cette énergie de la nation et du projet qu'elle porte. Et je vous ai réunis pour vous redire aujourd'hui que vous la représentez, que vous la faites vivre, que vous la faites rêver. Et donc, que pour toutes ces raisons, comme pour vous-même, je tenais à vous présenter une belle et heureuse année 2018. Et je veux vous dire, ce faisant, ce que j'attends de vous et ce que vous pouvez attendre de moi pour y parvenir. Et si je vous ai réunis, c'est pour cela. C'est pour vous proposer de réunir la sphère politique, la société civile et ses héros de l'année autour de deux objectifs: l'engagement et la responsabilité. L'engagement parce que, je l'évoquais, les vœux que j'ai présentés aux Français il y a quelques semaines, nos concitoyens sont désengagés, vous êtes désengagés. Vous avez les uns et les autres, selon les choix qui ont conduit vos vies, décidé de ne pas rester dans le confort qui parfois vous était offert. Vous avez décidé de prendre des risques, de conduire des combats qui étaient parfois difficiles, vous en conduisez pour certains encore aujourd'hui. Nos concitoyens sont des millions à mettre leur énergie au service des autres. Et c'est une fierté pour nous tous. C'est l'essence même de l'esprit républicain que de ne pas se fragmenter en une collection d'intérêts catégoriels jalousement défendus. Les magistrats, les aides-soignants, les enseignants, les militaires, les pompiers, les hauts fonctionnaires, les policiers, les chefs d'entreprise, les travailleurs sociaux, les gendarmes, tant d'autres métiers ici représentés servent un idéal qui dépasse la personne qu'ils ont face à eux, ou la situation qu'ils affrontent. Ils servent chacun à leur place les intérêts de cette collectivité qu'on appelle une nation. C'est pourquoi cette maison est et sera toujours la leur. Et
que ce que je leur dois, c'est la considération pour cet engagement de chaque jour et pour ce qu'ils sont. Je sais toutes les situations difficiles, je sais les passions qui animent nombre d'entre vous et qui fait que, pour beaucoup, vous ne comptez pas vos heures, les risques pris et le dévouement, parce qu'il y a cet engagement plus fort que vous qui vous porte. Je sais aussi les difficultés rencontrées au quotidien, et le gouvernement est tout entier engagé pour les fonctionnaires comme pour toutes celles et ceux qui portent l'action publique et tous ces engagés de la nation pour simplifier leur vie, répondre à leurs difficultés. Je sais aussi les situations de détresse, de souffrance, dans le quotidien ou le travail qui est le leur, comme ces derniers jours l'ont montré à diverses reprises. Et il ne faut mésestimer rien de ces voix qui s'élèvent, mais qui ne sauraient épuiser la force de l'engagement qui porte chacune et chacun d'entre nous. L'engagement, c'est un moyen d'aider le pays en aidant l'autre. Et nous devons, chacun à notre place, le rendre possible, convaincant, souhaitable. Chacun a sa place dans l'action collective et dans l'intérêt général. Chacun a besoin de cette entraide nationale. Et il importe, à ce titre, de ne jamais céder ni aux passions tristes de notre temps, ni à la nostalgie de ce qui n'a jamais été, ni à un irénisme facile ou de principe qui ne correspondrait pas à l'action. C'est cela ce que j'attends de vous. Et c'est pour vous dire cela que je vous ai réunis. La plupart d'entre vous exercent des responsabilités. Vous avez en charge des hommes et des femmes que vous dirigez, commandez, guidez, emmenez. Il vous appartient de leur montrer le chemin. Cet engagement, bien sûr, ne s'arrête pas dans le quotidien qui est celui de l'entreprise, de l'action publique ou de vos vies professionnelles. C'est aussi pour cela que je souhaite que nous allions plus loin, et j'y reviendrai, dans les formes de reconnaissance que nous devons avoir à l'égard des diverses formes d'engagement au sein de la société, pour qu'ils soient mieux reconnus, encouragés, récompensés. C'est aussi pour cela que j'ai souhaité qu'une réflexion large, ambitieuse soit ouverte, pour qu'au sein de l'entreprise, on puisse mieux valoriser ces formes d'engagement diverses, et pour qu'on reconnaisse aussi la responsabilité dans la nation que chacune et chacun porte à travers son action, et qui ne se réduit pas à sa finalité simple, parce que la nation est ce qui nous lie. C'est aussi pour cette raison que le deuxième objectif que je souhaite nous assigner collectivement, c'est celui de la responsabilité. Les corps intermédiaires, politiques, économiques et sociaux ont parfois été décriés en ce qu'ils pouvaient avoir de corporatisme ou de conservateur. Ce n'est pas mon opinion. Je crois pour ma part au sursaut du moment présent et au sens de la responsabilité de chacun. Nous savons tous le temps que traverse notre pays. Je n'oublie rien des conditions qui m'ont conduit à cette place. Le doute était là. Un autre projet pour la nation était présenté et proposé aux Français et a manqué de l'emporter. Une colère, une impatience est là qui chaque jour nous rappelle ce devoir. Et penser parce qu'une nouvelle année s'ouvre que nous pourrions retrouver en quelque sorte des habitudes et que les grands changements ne valent que pour les années électorales, ce serait décider de ne pas être à la hauteur de l'histoire. Notre pays est pleinement conscient des grands changements qu'il a à vivre. Notre pays est profondément conscient que les défis qui sont les siens aujourd'hui, qu'il s'agisse des défis économiques et sociaux, migratoires, moraux, parfois civilisationnels, environnementaux, qui traversent toutes nos politiques publiques, sont là qui imposent de transformer en profondeur notre action publique, de repenser les fondamentaux de celle-ci et de garder le même niveau d'ambition, la même intensité. Notre responsabilité, c'est de ne rien relâcher de l'effort, de la passion qui nous guide et de la nécessaire transformation que nous devons poursuivre. Nous renforcerons la cohésion nationale, nous construirons véritablement
la confiance dans notre pays. Que si nous parvenons à restaurer l'efficacité de l'action publique, que si nous arrivons à transformer en profondeur nos politiques publiques, ce qui tient notre nation, à l'aune des défis contemporains qui traversent l'Europe et le monde, mais aussi à les expliquer, à leur redonner du sens. Ce défi nous impose d'être à la hauteur de ces attentes et des ambitions. Cela passe évidemment par la sécurité des Français, en donnant à nos troupes, grâce à la loi de programmation militaire, les moyens de protéger notre nation et de faire face à tous les défis qui sont aujourd'hui les nôtres et continueront, qu'il s'agisse du terrorisme ou des grandes déstabilisations régionales, en établissant une police de sécurité du quotidien pour qu'en chaque endroit du territoire, on puisse être protégé. Cela passe par une attitude claire face à l'immigration, le respect de notre histoire et de nos principes, et donc l'accueil et l'intégration dans de meilleures conditions de tous ceux qui ont droit à l'asile, mais aussi le respect de notre droit et de nos frontières, et donc une plus grande efficacité des reconduites. Je sais combien ces débats peuvent aujourd'hui diviser. Je sais combien ils peuvent conduire les uns à douter, s'indigner, ou les autres à considérer qu'on ne va pas assez loin. Cette ligne de crête, c'est celle de la nation, qui consiste à tenir une nation face aux défis du monde, à décider qu'elle ne bascule point face à ce qui la déstabilise, mais être à la hauteur de son devoir d'humanité, et de manière juste, et en reconnaissant l'action sur le terrain chaque jour que mènent nos fonctionnaires comme nos travailleurs sociaux. Cela passe aussi par l'attention accordée aux plus fragiles, en réparant et modernisant les filets de sécurité de notre protection sociale, qu'il s'agisse des stratégies de prévention en matière de santé, comme de pauvreté, ou de lutte contre l'autisme, sujets sur lesquels, dans les prochaines semaines, des stratégies nouvelles seront portées par le gouvernement pour répondre à ces défis. Cela passe par une justice effective, qui ne néglige pas de punir les plus petits délits et les incivilités, qui protège nos concitoyens les plus exposés, tout ce qui perturbe leur quotidien, et à qui on donne les moyens de faire rapidement et efficacement, ce qui sera aussi l'objet dans le semestre d'une réforme portée par la garde des Sceaux. Cela passe par le chantier des retraites, car le système actuel n'assure plus la justice, la transparence, la prévisibilité qu'il devait offrir. Cela passe par l'ensemble des politiques publiques qui seront conduites sous l'autorité du Premier ministre et qui visent à réparer, à répondre aux défis contemporains, aux combats, parfois nouveaux, qui sont apparus dans les derniers mois ou les dernières années et que la société aujourd'hui a à conduire. C'est aussi pour cela qu'une loi sera présentée contre les violences faites aux femmes, combat qui est la grande cause du quinquennat et sur lequel nous aurons là aussi des mesures législatives concrètes à porter. Cela passe bien entendu par l'école, avec cette volonté de ne plus admettre ces 20% de jeunes gens sortant de notre système sans savoir lire, écrire ou compter comme ils le devraient, par une réforme profonde de l'orientation, de l'entrée dans le premier cycle universitaire et dans les semaines qui viennent de notre baccalauréat. Autant de choses qui paraissaient être des tabous il y a encore plusieurs mois, mais qui sont au cœur de ce que nous devons à la fois à notre jeunesse et à tous nos concitoyens aujourd'hui. On m'interpelle souvent sur la dimension sociale de la politique qui est conduite par le gouvernement. Enfin, quelle est la bonne politique sociale? Si on accepte que 20% des jeunes depuis tant et tant d'années arrivent en fin du cycle primaire sans savoir lire, écrire, compter, c'est une fatalité à laquelle on ne peut rien. Quelle est la politique sociale si on accepte qu'il y ait plus de 100 000 jeunes par an qui sortent de notre système sans diplôme ni travail? Le cœur d'une politique sociale, ça n'est pas de prévenir, de savoir comment on mobilise un argent public au demeurant qu'on ne sait plus produire sur telle ou telle priorité. C'est d'abord de prévenir les inégalités au cœur de la société, dans les endroits les plus en difficulté. C'est cela au cœur de la politique qui est conduite. Et qu'il s'agisse de l'école, de la santé, de la pauvreté, nous devons là aussi, durant l'année qui s'ouvre, continuer à être à la hauteur
de ces grandes transformations qui sont face à nous, c'est-à-dire sortir de cette impasse dans laquelle nous tâtonnons depuis tant et tant d'années, qui consiste à dire, si nous voulons corriger les choses, n'ayons qu'un traitement du symptôme et dépensons de l'argent. Si nous voulons les défendre, préservons les inefficacités et maintenons le système. Il faut changer des habitudes, bousculer des organisations, j'en ai bien conscience. Et cela a été commencé, du logement à la formation professionnelle. Mais cela se poursuivra. Mais la responsabilité qui est la nôtre ici, c'est de réussir à conduire ensemble ces transformations. Je ne dis pas que tout le monde sera également satisfait ou également d'accord. Ce serait même impossible parce que vous n'êtes pas ici une assemblée de semblables. Mais je souhaite que chacun prenne sa part de responsabilité pour que nous puissions ensemble réussir à construire des règles plus justes, qui préviennent les inégalités, qui permettent à notre pays d'être plus efficace sur le plan économique, de produire davantage, d'avoir des services publics, eux aussi, plus efficaces et plus justes, et une action hors de nos frontières qui soit à la hauteur de ces attentes. Mais, autant que de ce que nous sommes, nous devons nous préoccuper d'où nous allons et retrouver le sens du progrès contre les catastrophismes. Retrouver cette capacité à armer notre pays, nous armer face aux défis du siècle. Nous avons, dans nombre de domaines, trop longtemps différé. C'est pourquoi tous les champs de politique publique seront concernés. Je pense, bien sûr, face à une économie qui réclame des compétences toujours changeantes et diverses, à la réforme de la formation, qu'elle soit initiale ou continue, à la réforme de l'apprentissage, qui fera l'objet justement des transformations à conduire dans le semestre qui vient, parce que c'est la condition indispensable pour que notre société accepte les grands changements. Nous aurons dans le quinquennat à investir 15 milliards d'euros sur la formation. Nous aurons à en révolutionner les règles, en profondeur, pour rendre ce système plus efficace. Parce que c'est la condition pour que nous sortions de cette promesse intenable qui consiste à expliquer à nos concitoyens qu'on les protégerait, en quelque sorte en les épargnant d'un changement inéluctable. Les changements technologiques ils continueront à se déployer, nous les accompagnerons dans tous les champs de la société comme dans les territoires. Nous continuerons la numérisation, les transformations des métiers qui vont avec, mais cela s'accompagnera de la définition de nouvelles sécurités individuelles pour précisément accompagner les uns et les autres dans ce monde qui s'ouvre. C'est une responsabilité qui sera là aussi commune, puisque nombre d'entre vous auront leur rôle à jouer. Je pense, face à la hausse insupportable des prix dans certaines agglomérations, à la réforme du secteur du logement, qui sera proposée en mars, face au besoin de développer les mobilités du quotidien, plutôt que de grandes infrastructures, à la réforme des transports, avec une clarification sur notre stratégie d'infrastructure dès le mois de février, et un projet d'ensemble sur notre politique de transport dès le mois d'avril. C'est face aux transformations de notre alimentation, comme à la nécessité d'offrir un avenir durable à l'agriculture française, aux États généraux de l'alimentation que nous avons lancés, et au texte de loi qui sera présenté demain en Conseil des ministres, apportant des évolutions radicales que j'ai eu l'occasion d'exposer la semaine dernière à Clermont-Ferrand. C'est face aux défis climatiques, la mise en œuvre du plan climat présenté il y a quelques mois, que nous aurons à conduire dans le semestre qui s'ouvre. C'est face aux défis géopolitiques, une stratégie européenne résolue qui, durant l'année 2018, devra nous conduire sur les sujets du numérique, de l'énergie, comme des migrations à conclure des textes essentiels, mais également à prendre des décisions de moyen terme pour retrouver l'ambition de cette Europe. Je ne suis volontairement pas exhaustif. Bien d'autres chantiers accompagneront et suivront ce mouvement. Certains gouvernementaux, d'autres non. Ils impliqueront l'action, l'engagement de toutes les forces vives de la nation. Nombre des sujets que je viens ici d'égrener rapidement impliquent
les organisations syndicales et patronales, mais implique aussi tous les acteurs de l'économie et de la société pour les faire vivre et avoir ce qui compte au final, c'est une efficacité de ces politiques que nous allons conduire. Ces transformations impliqueront aussi les territoires, de manière indissociable de l'engagement de l'État, avec des moyens qui seront donnés, avec une méthodologie nouvelle que nous avons installée il y a quelques mois, celle de la Conférence nationale des territoires, que nous aurons à déployer et faire vivre durant l'année qui s'ouvre, mais qui marquera aussi la capacité sur nombre de ces politiques à les coproduire, à les partager. L'État devant faciliter, qu'il s'agisse de l'Hexagone comme des Outre-mer, le déploiement de certaines ambitions, de nouveaux projets, j'y reviendrai dans quelques instants, et les actions communes devant se multiplier. Et cette responsabilité, ce sera aussi celle de tout le secteur public. Quelle légitimité aurions-nous et aurait le gouvernement à expliquer qu'il faut transformer en profondeur à peu près tous les champs de l'activité économique et de la nation, mais que le secteur public, lui, s'en trouverait en quelque sorte sorti. C'est pour cela que le secteur public doit être au cœur de cette ambition de transformation et que les travaux menés au sein du projet Action publique 2022 devront marquer, porter cette ambition et être ensuite déclinée ministère par ministère. Le Premier ministre dévoilera dans quelques jours les premiers contours de ce travail qu'il a initié lors du comité interministériel de la transformation publique, le 1er février. Cette démarche est indispensable, d'abord en termes de crédibilité de l'État lui-même, mais aussi pour pouvoir faire de l'État un acteur efficace de cette transformation de toute la nation. Il s'agira de détailler la feuille de route du gouvernement en matière de numérisation des procédures, de donner corps aux orientations fixées en matière d'évaluation de la performance des services publics et de satisfaction des usagers, d'ouvrir, avec les organisations syndicales du secteur public, une vaste réflexion sur notre politique de ressources humaines, parce que le service public n'a de richesse que d'hommes. Il faut que l'État fasse sa mue en matière de gestion et de développement des talents et des compétences. Et dans l'année qui s'ouvre, nous aurons aussi ce défi à conduire qui ira du recrutement aux affectations en passant par la formation continue jusqu'au déroulé de carrière, un travail en profondeur de refondation de notre organisation collective. L'ambition qui devra ainsi être portée n'est pas d'ajuster le travail de tel ou tel ministère, mais il sera bien parfois de repenser en profondeur certaines missions, de les reconsidérer, de savoir là aussi les transformer à la racine, soit pour y renoncer, soit pour les rendre plus efficaces, d'assumer les changements profonds que le numérique porte, qui sont aussi des changements d'usage, de relations avec nos concitoyens, les entreprises comme les collectivités territoriales, et de ne pas considérer qu'il s'agit simplement d'une dématérialisation qui devrait conduire à ajuster à la marge l'action de l'État. Cette ambition, elle sera portée par le gouvernement sous l'autorité du Premier ministre, et c'est la part de responsabilité qui est pour cette année la vôtre. Je l'ai dit, le rôle du chef de l'État n'est en la matière justement pas de tout faire. Il est plutôt de mettre les autres en capacité de faire, de leur donner les moyens de s'engager et de réveiller et permettre le désir d'engagement et le déploiement de ces responsabilités que je viens d'évoquer. C'est ainsi que nous dessinerons le visage de la France dans les 10 ans qui viennent, celui d'une France émancipée et engagée. Pour cela, je veux ici en quelques mots dire ce que je souhaite rendre possible, ce que vous pouvez attendre de moi, là aussi de manière non exhaustive, mais sur quelques principes. Je souhaite d'abord donner davantage de possibilités aux collectivités territoriales. Nous ferons évoluer, je l'ai dit au mois de juillet dernier au Congrès, la Constitution pour donner aux collectivités les moyens de s'administrer plus librement encore et prendre plus que jamais en main le destin de leur territoire. Durant ces derniers mois, et je les en remercie, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ont mené un travail important qui a conduit à présenter
des propositions et suggestions il y a quelques semaines ou il y a quelques jours. Le Premier ministre, et à ses côtés la garde des Sceaux tout particulièrement, vont pouvoir parachever un travail que le gouvernement a aussi commencé à la lumière de vos travaux, qui permettra de proposer dans les semaines qui viennent un projet de réforme. Je souhaite que celui-ci permette là aussi d'innover et de donner à nos territoires les moyens de ces grandes transformations que je viens d'évoquer. La possibilité d'exercer des compétences de manière différenciée entre collectivités d'un même niveau, la possibilité aussi donnée d'avoir un droit d'expérimentation et d'adaptation. Je ne suis pas persuadé que, durant les années qui s'ouvrent, nous puissions lancer un mouvement massif, nouveau, de décentralisation radicale en termes de compétences. Nous aurons indéniablement, et ça ne relève pas de la Constitution, mais bien de la loi, des clarifications à apporter. Nombre d'entre vous les ont souvent pointées dans les derniers débats sur ces sujets, entre les départements et les régions, ou des corrections à conduire. Mais je crois à une décentralisation bien plus profonde, celle du siècle qui s'ouvre. C'est la décentralisation des projets et de l'initiative. Nous avons parfois passé des mois, des années, voire des décennies, pour certaines ou certains, à se battre pour des compétences. J'observe parfois que d'ailleurs les guides compétences ne sont pas toujours exercées lorsqu'elles sont obtenues. Lorsqu'elles sont obtenues et commencent à être exercées, font l'objet de demandes reconventionnelles de financement à l'égard de l'État, et qu'on passe en quelque sorte en querelle de territoire, un temps fou et une énergie inconsidérée, qui pour nos concitoyens ne dit rien, et ne dit rien de l'effectivité de notre démocratie et de notre action collective. Une chose est sûre, c'est que nos territoires ont besoin de projets, et qu'il y a sur nos territoires des élus qui portent des projets. Et qu'aujourd'hui, trop souvent, quels que soient les débats de principe ou théoriques que nous avons parfois eus, il se peut qu'ils soient bloqués. Nous avons donc un travail, semble-t-il, beaucoup plus pragmatique à conduire, qui est celui d'ouvrir cette décentralisation de projets en permettant de revoir, à travers les articles 72, les 73 et 74, pour ce qui est de nos collectivités territoriales d'outre-mer, la possibilité de laisser des flexibilités, un pouvoir d'adaptation et d'expérimentation pour les uns, un pouvoir encore renforcé pour les autres, mais qui permettra au plus près du territoire de porter mieux des projets concrets. Avec évidemment le contrôle qui va avec l'unité de la République. Mais je crois que nous devons rendre possible le lancement de projets décentralisés, de permettre justement à nos collectivités d'oser, de proposer, de s'engager, de rendre du pouvoir au terrain et faire en sorte que ces initiatives puissent être libérées. C'est dans cet esprit que je souhaite que la réforme constitutionnelle sur ces sujets soit conduite et que les textes de loi à venir puissent aussi soit améliorer les équilibres aujourd'hui existants, soit permettre là aussi sur nos territoires des adaptations pragmatiques et attendues sur le terrain, parce que la réalité est diverse en fonction des contraintes que nos territoires ont à vivre. Le deuxième élément d'importance dans cette réforme constitutionnelle sur ce sujet, c'est celui de la réforme du Conseil économique et social. Parce que c'est la possibilité, non pas de rendre du pouvoir au terrain, mais de redonner une vitalité, un nouveau cadre à l'implication de la société civile dans la nation et les institutions ainsi pensées. J'ai annoncé à l'été cette intention de faire du Conseil économique, social et environnemental une grande interface de concertation entre les pouvoirs publics et la société civile. Nous y avons travaillé de manière très constructive et je veux ici vraiment saluer et remercier le président Bernasconi pour son engagement et son ouverture d'esprit. Il est assez rare, quand on dit qu'on va réformer en profondeur une assemblée comme celle-ci, constitutionnelle, qu'on ait de prime abord un accueil chaleureux et une... Je veux ici dire combien vous avez parfaitement illustré le contraire. Et vous n'avez eu de cesse depuis le mois de juillet dernier de proposer, d'innover et
je crois très profondément, de montrer que vous aviez compris que nos concitoyens attendaient quelque chose d'autre et une transformation profonde. C'est pourquoi je souhaite que nous puissions faire du CESE ce canal privilégié de la participation des Français à la décision publique et devenir ainsi la chambre du futur. La démocratie effective doit donner plus d'efficacité aux mobilisations citoyennes, mais elle doit aussi leur donner un cadre. Parce que le risque collectif que nous avons sinon, c'est de considérer qu'il y a une assemblée prévue par la Constitution qui est censée représenter la société civile, mais que, n'étant plus conforme au visage contemporain de celle-ci, elle s'épanche en dehors de toute forme institutionnelle. Elle s'agite en dehors. Elle devient plus efficace et plus légitime en dehors. Ce qui est pour partie ce que nous sommes en train de vivre. Ainsi, pour les pétitions, le CESE doit devenir le réceptacle des pétitions citoyennes, avec la possibilité de recueillir des signatures numériques sur une plateforme dédiée à cet effet. Et dès que ces pétitions, le cas échéant par la jonction de plusieurs pétitions identiques, franchiront un seuil, par exemple celui de 500 000 signatures, je souhaite que le CESE puisse voter leur transmission au gouvernement, mais aussi aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale pour y déclencher un débat. Symétriquement, nous proposerons de faire du CESE le point de passage des consultations gouvernementales sur les projets de loi en matière économique, sociale et environnementale. Nous avons aujourd'hui des centaines de commissions. Certaines auront vocation évidemment à persister sous leur forme. Beaucoup d'autres ne sont d'ailleurs, je pense, connues de très peu d'entre vous. Mais nous les avons accumulées à travers les textes de loi. Simplifions là aussi les choses en considérant que sur les domaines de compétence de cette Chambre, la consultation passe par une enceinte ainsi définie à la compétence tarifiée et de manière d'ailleurs beaucoup plus transparente avec des membres identifiés. Je souhaite également que le gouvernement puisse déléguer au CESE l'organisation de consultations publiques sur tout projet de réforme et il serait à sa charge de rechercher la participation du plus grand nombre, organisations comme citoyens, à ses propres travaux, mais aussi de recourir à des expertises indépendantes pour rendre des avis plus éclairés et plus étayés que nous ne l'avons aujourd'hui. Et dans le cadre de cette transformation, ce sujet de l'expertise indépendante me paraît essentiel. Nous n'avons cessé de vivre ces derniers mois, ces dernières années, autour de polémiques interminables pour savoir si telle ou telle expertise était indépendante. Quand le gouvernement demande une expertise, nos concitoyens ne pensent plus qu'elle est indépendante, quelle que soit la qualité de celles et ceux qui sont sollicités par le gouvernement, c'est ainsi. Parce qu'ils sont sollicités par le gouvernement. Je souhaite donc qu'avec des critères parfaitement définis, parce que le risque c'est ensuite que l'expertise vienne d'acteurs de la réforme ou de la polémique, et donc soit une expertise résolument non indépendante, parce que financée, je souhaite que nous puissions donner un cadre à cette expertise indépendante au niveau national, dans ce cadre et dans ce contexte. Il faudra jeter des ponts entre le CESE et la communauté scientifique afin que le Conseil puisse être éclairé en toute indépendance par des analyses scientifiques pointues sur les sujets dont il sera saisi et qu'il puisse à son tour rendre des avis utiles au pouvoir public. Je souhaite en particulier que cette Chambre du futur éclaire dans ses avis le gouvernement sur les impacts à long terme donc, de ces projets de loi, sur les conséquences de ceci au-delà du court terme. Il faudra bien sûr que, pour ce faire, le CESE évolue dans sa composition et son organisation. C'est pourquoi je souhaite ici dire très clairement, après le travail que nous avons conduit, que nous puissions réduire à quasi la moitié le nombre de membres permanents et associés du Conseil économique, social et environnemental. Et je souhaite, pour accompagner cette réforme profonde, que nous jouions pleinement le jeu d'une chambre pour et par la société civile, et donc que le gouvernement renonce et des personnalités qualifiées au CESE, afin de rendre aux organisations la plénitude du pouvoir de désignation des membres. C'est là aussi plus clair et plus conforme à la mission que nous voulons donner à cette Chambre du futur. Et je crois que c'est à la hauteur de ce qui est attendu, et il appartiendra à travers cette plateforme à cette Chambre, au-delà de ses membres permanents, de faire vivre un dialogue citoyen constant, organisé
dans un cadre pensé et assumé dans notre société. Permettre l'engagement, c'est retrouver le sens de ce qui tient la nation. C'est retrouver le sens de ce qui fait notre projet républicain. C'est pourquoi, à cet égard, le troisième point sur lequel je voulais ici insister, c'est celui du service national universel. Nous avons une école qui œuvre à la liberté et à l'égalité. Le service national universel sera une école de la fraternité, car il n'est de fraternité que celle qui se forge dans l'engagement. Il ne s'agit pas de réinventer le service militaire, il s'agit de donner à notre jeunesse un rendez-vous auquel elle devra se rendre sans distinction de classe, d'origine, de sexe. Nous allons donc rendre à notre jeunesse ce qui fut en réalité le principal intérêt de la conscription, la possibilité de se réunir autour d'un engagement commun en abattant toutes les barrières sociales. Je l'ai répété il y a quelques semaines en présentant mes vœux forces armées. Ce n'est pas le ministère des Armées qui portera seul ce service national universel. C'est un travail qui engagera plusieurs ministères ici présents sous l'autorité du Premier ministre, mais qui est indispensable. Rien ne corrode plus notre cohésion nationale que l'ignorance des uns des autres, mais nous ne nous connaissons que dans l'action et dans le combat. Voilà pourquoi ce service national universel offrira à la jeunesse de France des causes à défendre, des combats à mener dans le domaine social, environnemental, culturel, et son cadre doit ainsi être pensé. Le service national universel sera ce moment où la République dira à notre jeunesse que la voie de l'engagement pour les autres est la plus sûre manière de se réaliser soi-même. C'est ainsi que nous replacerons l'intérêt général au cœur de notre République. Par l'initiation, par l'encouragement, par l'exemple et surtout par l'action réelle à laquelle chaque jeune de France sera ainsi confronté. Les valeurs de la République que notre temps met parfois si durement à l'épreuve seront retrempées dans ce moment partagé. Et la solidarité ainsi forgée au sein d'une classe d'âge sera le socle d'une solidarité nationale affermie, parce que ce service national universel sera l'amorce d'une envie nouvelle d'agir, de s'investir, d'être utile à la communauté nationale sur l'ensemble de nos territoires. Dans les prochains jours, un groupe de travail va entreprendre les travaux de préfiguration. Il rendra ses conclusions en avril. Beaucoup disent que c'est impossible à faire. Mais rassurez-vous, je me suis depuis bien longtemps habitué à ces débuts de discussion. Cela forge plutôt en moi la conviction que c'est une nécessité de le faire. Et je crois surtout que cela répond à ce qui corrode plus profond la cohésion de la nation, à la tentation de l'individualisme, à la perte d'un cadre organisé par la nation de combat collectif et d'engagement commun, et du sens redonné et porté collectivement. Les valeurs de notre République le méritent, et je crois que notre jeunesse l'attend. Cela ne devrait pas exiger de modification de la Constitution, mais si cela se révèle nécessaire, nous l'assumons. Cet engagement que je demande à la société tout entière suppose donc, au-delà de ces trois sujets sur lesquels je voulais ce soir revenir en ce début d'année, cela suppose un changement culturel profond. Nous devons renouer avec le goût du risque et en finir avec la peur de l'échec. Créer une association, concrétiser une initiative, initier un projet, c'est prendre un risque. S'engager, c'est risquer quelque chose. Nous ne sommes pas une nation d'acier. Nous ne sommes pas une nation de précautionneux. Nous ne sommes pas une nation faite, construite par des femmes et des hommes qui n'ont pas osé. Au contraire, quelles que soient les politiques publiques, les champs d'activité ici représentés, nous sommes une nation dont les plus grandes œuvres ont été construites par des femmes et des hommes qui ont pris des risques, parfois inconsidérés, jugés impossibles à relever par d'autres. C'est donc pour toutes ces raisons que nous devons retrouver ce goût du risque partout dans la société. Et c'est pour cela que j'ai voulu réduire considérablement le coût de l'échec. Le coût de l'échec dans la vie économique et sociale à travers les dernières réformes, le coût de l'échec
face à l'administration, par le texte de loi voté en première lecture aujourd'hui même par l'Assemblée nationale et qui arrivera bientôt au Sénat, qui restaure la confiance, mais permet aussi de prendre des risques et parfois commettre des erreurs. C'est pour cela aussi que nous devons insuffler l'énergie de s'engager. Nous avons pérennisé les semaines de l'engagement afin notamment que les plus jeunes mettent leur énergie au service du collectif. Nous travaillons à la reconnaissance de l'engagement associatif comme partie intégrante des acquis de l'expérience. Nous avons lancé l'accélérateur de l'engagement associatif comme partie intégrante, là aussi, d'une stratégie plus large pour permettre aux associations dynamiques d'accélérer leur développement, afin notamment que les plus jeunes mettent l'intensité de leur action, et l'État les aidera par du financement, du soutien, du conseil. Et parce que ce soutien est la reconnaissance que les associations sont d'intérêt public. Et je pense que nous sommes ici tous d'accord à ce sujet. Il faut que nous agissions en conséquence et que l'innovation, qu'elle soit économique, sociale, soit ainsi partout portée par les différents acteurs, parce que cette innovation contribue à ce changement culturel profond. C'est de ce changement culturel dont notre pays a besoin, que le gouvernement doit porter, que le Parlement doit porter par les initiatives qu'il prendra, que les collectivités territoriales, les acteurs économiques et sociaux, les associations, les citoyens doivent chaque jour porter davantage. Il y aura des erreurs, il y aura des échecs. Il ne faut pas ici le cacher. Ils feront partie de l'année qui s'ouvre. Mais les échecs apprendront à ceux qui auront échoué. Si nous permettons à ceux qui échouent de rebondir plus vite. Et ils enseigneront à chacune et chacun. Et penser protéger des échecs en protégeant du cours du monde, des grands changements ou des défis de ce qui est devant nous, serait une immense erreur. C'est pourquoi il nous faut retrouver ce goût de la recherche fondamentale et appliquée, ce goût de la culture scientifique, du progrès, qui est parfois celui du rationalisme sur certains combats que nous avons à conduire, ce goût de l'aventure et de la conquête. Et au moment, justement, où l'année s'ouvre, et dans ces derniers jours où il m'est encore permis de le faire, je voulais fort, à la fois de cette volonté d'engagement et de responsabilité, des quelques convictions que je viens de partager avec vous, vous dire combien il appartient aux forces vives et aux corps constitués de prendre la mesure de notre responsabilité commune et des temps que nous vivons. Et donc, de retrouver chacune et chacun dans ce que nous portons de la nation et de l'action publique une part de ce risque qui doit être pris, une part de ce pragmatisme que nous devons porter et une part de l'ambition pour notre pays que nous devons conduire. L'année 2018 ne peut pas être l'année des divisions, des petits calculs ou de ce qu'on pourrait penser être le luxe d'un retour à la normale. Je ne sais pas ce que c'est que le retour à la normale dans un pays qui, depuis 3 décennies, et même davantage, vit avec le chômage de masse, vit avec la peur du décrochage pour les classes moyennes, le sentiment pour nombre de nos territoires que ce décrochage est une fatalité pour eux. Le retour à la normale n'existe pas. Seule l'ambition que nous portons, et que nous devons porter plus loin encore, pour notre pays, en Europe, comme dans le reste du monde, doit conduire l'action collective qui est la nôtre pour cette année. Et c'est donc avec cette volonté d'engagement et de bonne hauteur quant à nos responsabilités que je veux ouvrir cette année 2018 avec vous. Parce que je sais combien notre pays a besoin que ces défis soient relevés, a besoin de les réussir, et pour cela a besoin de l'énergie, de la force d'âme et de la détermination de chacune et chacun d'entre vous. Vive la République et vive la France.
Voilà, vous venez de suivre en direct les... Voilà, vous venez de suivre en direct, excusez-nous, les vœux aux forces armées d'Emmanuel Macron. Pardon pour les problèmes de son qu'il y a eu, à la fois pour les problèmes de grésillement pendant la diffusion du direct, qui était indépendante de notre volonté, qui venait de notre fournisseur, et du son que vous n'avez pas entendu quand on vous a fait le débrief. Quelques petites annonces ont été faites. 15 milliards d'euros dépensés au cours du quinquennat pour la formation, c'est ce qu'a promis Emmanuel Macron. Autre annonce, la volonté de mettre en place un service national universel. Emmanuel Macron annonce la constitution d'un groupe de travail dans les prochains jours qui devra rendre ses conclusions au mois d'avril prochain. Un certain nombre de déclarations également de principes qui ont été faites. On va essayer de les décrypter, de les débriefer dans un instant avec Marc Landré du service Éco, rédacteur en chef du service Éco. Vous retrouverez ce focus sur bien sûr le Figaro.fr, vidéo.lefigaro.fr, onglet focus. Et bien sûr dans les papiers qui viendront relater et illustrer, relater en tous les cas, rendre compte de ces vœux à la nation d'Emmanuel Macron. À très vite sur le Figaro.fr. On se donne rendez-vous en live dès demain matin, 10h34 pour le buzz. Et puis ensuite, vous aurez le talk avec Yves Tréhard et également Point de vue demain soir. À très vite sur Figaro Live.